Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la soirée sur Al-Oula. Voici le titre de l'actualité. En Uruguay, son Altesse royale, la princesse Lalla Selma, participe aux travaux de la conférence mondiale de l'OMS sur les maladies non transmissibles et prend part à un dîner offert par le président de l'Uruguay en l'honneur des participants à cette rencontre de haut niveau. Dixième salon du cheval d'El Jadida zoom sur les stands de la direction de l'histoire militaire et l'inspection de la cavalerie des forces armées royales qui participent à l'événement en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Et à Casablanca, hommage posthume à un grand explorateur de la culture et civilisation marocaine, feu professeur Mohamed Sijil Massi. Un ouvrage à sa mémoire vient d'être publié. Ça s'intitule Maroc Culture, Art et Mémoire. Dans ce journal, retour sur une vie et une carrière plurielle. L'Uruguay d'abord, son Altesse royale, la princesse Lalla Selma, présidente de la fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des cancers et ambassadrice de bonne volonté de l'OMS, a pris part hier à Montevideo aux travaux de la conférence mondiale de l'OMS sur les maladies non transmissibles. Son Altesse royale a ainsi participé à un panel de haut niveau organisé sous le thème Transformer notre monde, motivation politique de haut niveau, un événement sanctionné par l'adoption de la feuille de route et de la déclaration de Montevideo sur les maladies non transmissibles 2018-2030. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Montevideo, Nadia El Moudden et à Gladys Kiwi, avec un récit de Nesrine El Hamdawi. Siège du marché commun de l'Amérique du Sud à Montevideo, capitale de l'Uruguay. Son Altesse royale, la princesse Lalla Selma, présidente de la fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des cancers et ambassadrice de bonne volonté de l'OMS, est accueillie par le président de l'Uruguay avant de prendre part aux travaux de la conférence mondiale de l'OMS sur les maladies non transmissibles. Ici, son Altesse royale, la princesse Lalla Selma, participe à un panel de haut niveau placé sous le thème « Transformer notre monde, motivation politique de haut niveau ». Les maladies non transmissibles dont les plus fréquentes sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques ainsi que le cancer sont considérées comme de grands problèmes de santé publique. La prévention et le traitement font partie des objectifs du développement durable d'ici 2030. La fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des cancers est fortement engagée dans ce combat. Ces efforts sont vivement salués par l'OMS. Morocco is very active in fighting cancer. Le Maroc est un pays très actif dans la lutte contre le cancer. Et là, je salue les efforts consentis par Son Altesse royale dans ce domaine. Son Altesse royale, la princesse Lalla Selma, qui est d'ailleurs notre ambassadrice de bonne volonté, comme vous le savez. Son Altesse royale a été même décorée de la médaille d'or de l'OMS pour son engagement dans la lutte contre le cancer. Donc je suis aujourd'hui très heureux de l'accueillir dans cette conférence sur les maladies non transmissibles. Sa présence aujourd'hui est très importante pour nous, car Son Altesse royale nous apporte une grande contribution. C'est une femme d'action et sa présence va sans aucun doute inspirer d'autres participants. Vous savez, Son Altesse royale, la princesse Lalla Selma, s'engage en personne dans ce combat contre le cancer, que ce soit au Maroc ou même au-delà, je veux dire globalement. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fière de son engagement et de ses actions. En 2015, les maladies non transmissibles ont tué 40 millions de personnes à travers le monde. L'heure est à la conception de nouvelles initiatives mondiales pour la réduction du taux de mortalité prématurée due à ces maladies et pour une meilleure gestion et surveillance de ces pathologies. Le Maroc prend à bras-le-corps ces défis. Je crois qu'on a pas mal de coopération avec le Maroc. En effet, j'étais là l'année passée pour l'autre conférence, mais en 2002, le Maroc a organisé une grande conférence de l'UIT, c'était la première potentielle conférence. 2002, on a beaucoup de chance pour coopérer avec notre partenaire de Maroc. On apprécie beaucoup les Marocains parce que nous
côté, à Morak, il y a pas mal de progrès pour le TIC. Mais aussi, j'apprécie beaucoup, pas seulement voir le résultat de TIC, développement à Morak, mais aussi Morak comme le pays est très important dans le quartier, dans la région. On coopère avec Morak pour aussi pour le bénéfice même de la région. Et j'apprécie beaucoup notre coopération avec Morak. Ce panel de haut niveau a été sanctionné par l'adoption de la feuille de route de Montevideo sur les maladies non transmissibles. Un document qui appelle à un nouvel élan politique en matière de sensibilisation et de prévention et à une augmentation du financement des ripostes nationales à ces pathologies. Toujours à Montevideo, son Altesse royale la princesse Lalla Selma, présidente de la fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des cancers et ambassadrice de bonne volonté de l'OMS, a pris part à un dîner offert par le président de l'Uruguay, Tabaré Vázquez, en l'honneur des participants à cette conférence mondiale. Était également conviée à ce dîner la présidente chilienne Michelle Bachelet, le directeur général de l'OMS, des ministres des Affaires étrangères et de la Santé, ainsi que plusieurs autres personnalités. La teneur du discours royal prononcé à l'ouverture de la nouvelle session d'automne du Parlement au centre des travaux du Conseil de gouvernement qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de Dilette Mani. Lors de ce Conseil, les 5 axes du discours royal ont été évoqués: la bonne gouvernance, la reddition des comptes, l'élaboration d'un nouveau modèle de développement, l'accélération du chantier de la régionalisation avancée, la condition des jeunes et la justice sociale. Le projet de loi de finances 2018 est également à l'ordre du jour de cette réunion, avec des mesures inédites dans les secteurs sociaux, en tête l'emploi, la santé et l'éducation. Près de 40 000 postes budgétaires iront à ces secteurs. Et lors d'un point de presse tenu à l'issue de ce conseil, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a précisé que le gouvernement va coopérer avec les groupes de la majorité et de l'opposition pour accélérer l'adoption de la loi relative au Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. Mustafa Al-Khalfi a ainsi souligné que le gouvernement va élaborer une procédure rendant prioritaire l'adoption de cette loi. Du nouveau au sujet du démantèlement d'une cellule présumée terroriste à Fès. Souvenez-vous, c'était la semaine dernière. Selon le ministère de l'Intérieur, les produits suspects saisis sont des liquides et poudres chimiques essentielles utilisées dans la fabrication d'explosifs que les membres de la cellule projetaient d'utiliser pour exécuter leur plan terroriste. Les précisions de Boubkar Ben Rablit. L'expertise scientifique menée par les services compétents sur les produits suspects saisis dans le cadre de cette opération a confirmé qu'il s'agit de liquides et poudres chimiques essentielles utilisés dans la fabrication d'explosifs que les membres de la cellule projetaient d'utiliser pour perpétrer leur plan terroriste dans le royaume, précise le ministère dans le communiqué. La même expertise a démontré que certains de ces produits chimiques sont utilisés pour accélérer le processus d'explosion et intensifier son ampleur, et que les extincteurs saisis sont remplis de matières explosives combinées, de quantités de clous et de petites pièces de fer afin de causer des pertes humaines et des dégâts matériels d'envergure, ajoute le communiqué. Notant que les bonbonnes de gaz butane saisies lors de cette opération peuvent être utilisées en tant que cocktail Molotov pour amplifier l'intensité de l'explosion lors de l'exécution de leur opération terroriste. L'expertise a également fait ressortir que les autres produits sont utilisés dans la fabrication de charges électriques nécessaires à la création de systèmes d'activation des engins explosifs. Le ministère rappelle que le démantèlement de la cellule terroriste s'est soldé par la saisie d'armes à feu, 3 pistolets et 2 fusils de chasse, d'une quantité importante de munitions, de bombes lacrymogènes, de 2 gilets destinés à la fabrication de ceintures explosives, de sacs comportant des pesticides toxiques, de bâtons électriques et télescopiques, d'appareils de télécommunication et d'armes blanches.
Le procès de Gdi Mizik salué par les observateurs étrangers. Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre consacrée à la présentation d'un rapport des observateurs français, membres de l'association de promotion des libertés fondamentales sur les conditions de déroulement de ce procès, cette délégation est composée d'avocats, de magistrats, d'universitaires et d'experts. Ils ont souligné que le procès montre que le Maroc s'affirme aujourd'hui comme un État de droit qui n'a rien à envier aux démocraties occidentales. Dans le rapport, les observateurs ont également affirmé que la procédure suivie dans le cadre de cette affaire a observé toutes les garanties d'un procès équitable. En voici quelques réactions. Le Maroc a montré qu'il était capable de mener ce procès malgré le contexte politique, malgré cet acte terroriste mené en dévoyant un mouvement social, une forme d'ailleurs assez originale, je veux dire, d'attentat terroriste. Le Maroc s'est affirmé comme un État de droit, capable d'organiser un procès équitable et qui a eu l'immense avantage de faire jaillir la vérité. Il est important de souligner que la juridiction, la chambre criminelle de la Cour d'appel de Salé, s'est attachée scrupuleusement au respect des normes applicables au procès juste et équitable, dans la mesure où toutes les garanties attachées à la défense ont été respectées. Nous ne devons pas nous arrêter simplement à des événements épouvantables d'ailleurs, qui ont été très bien jugés au Maroc, mais il faut que nous regardions aussi ailleurs dans le monde, parce qu'au fond, les atteintes aux libertés et aux droits de l'homme, les vrais, sont partout et quels que soient les lieux de la planète. Après une semaine caniculaire, les pluies sont de retour. 57 mm enregistrés à Chefchaouen, 38 à Tétouan, 30 à Larache, 16 à Nouassar et Taza, 15 à Tanger, 8 à El Jadida, 7 à Meknes, 6 à Rabat et 5 à Nador, Stade, Sidi Slimane et Midlita. Demain, le temps sera stable sur l'ensemble du pays avec un ciel peu nuageux à clair. Les maximales seront de l'ordre de 15 à 20 degrés sur les reliefs et l'oriental de 21 à 26 sur le littoral méditerranéen, le Seyss, le Tangérois, le Loukous, la Chabia et Doukala. Et ces valeurs seront de 26 à 31 sur Abda, Chiadma, Tedla, Rahamna, le Souss et le nord des provinces du sud. Et en cette période de première précipitation, le Comité national de prévention des accidents de la circulation appelle à la vigilance et à la prudence. Dans un communiqué, le comité incite tous les automobilistes à respecter les règles de la sécurité routière lors du mauvais temps afin d'éviter le risque de glissade et à vérifier l'état mécanique des véhicules avant de prendre la route. Pensez à réduire la vitesse au volant et veillez au respect de la distance de sécurité. À l'international, Bagdad reprend le contrôle de Kirkouk. Les Kurdes ne contrôlent plus qu'un champ mineur dans la région, celui de Khormala. Pour l'heure, la tension monte entre le gouvernement central et les autorités kurdes. Quelques 100 000 civils kurdes ont fui depuis le début de la semaine l'avancée des forces armées irakiennes dans le nord, où les Peshmerga se retirent des zones qu'ils contrôlaient depuis 3 ans. De son côté, l'ONU s'inquiète à la suite des informations faisant état de déplacements forcés de civils, principalement kurdes, et du saccage de leurs habitations. En Afghanistan, bilan meurtrier, 43 morts dans une nouvelle attaque. Les victimes, tous des soldats afghans, ont été tués dans la nuit dans une attaque qui a visé leur base par les talibans dans l'ouest de la province de Kandahar. Plusieurs véhicules piégés ont été utilisés dans cet attentat. C'est le 3e en 48 heures contre les forces gouvernementales après 2 attaques meurtrières mardi qui ont fait au total plus de 80 morts et 240 blessés. Nouvelle opération de sauvetage de migrants sur les côtes libyennes. 137 personnes ont été secourues par les gardes-côtes libyens avant d'être interceptées à bord d'un bateau vers Tripoli. La crise humanitaire se poursuit donc en Méditerranée. Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, près de 145 000 migrants sont arrivés d'Afrique par la mer en Europe du Sud depuis le début de l'année.
Retour au fait de l'actualité nationale avec cette fois-ci le 10e salon du cheval d'El Jadida auquel participent la direction de l'histoire militaire et l'inspection de la cavalerie des forces armées royales en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Des expositions thématiques à dominante historique sont au programme. Reportage Qais Mouhsin, commentaire Boukr Ben Ghabrit. Au stand des forces armées royales, l'exposition propose quelques 300 objets rares, manuscrits, documents d'archives, maquettes et tableaux de peinture. Une fenêtre ouverte sur une phase glorieuse de l'histoire du Maroc durant le règne du sultan alaouite Sidi Mohammed Ben Abdallah. L'objectif étant de rendre hommage à ce sultan éminent qui a régné pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle et de mettre en exergue l'intérêt que le sultan a porté au cheval et à la cavalerie qui a joué un rôle décisif dans la libération de l'enclave de Mazagan, Baréja, qui a été occupée par les Portugais et qui a été repris par les Marocains en 1769. L'exposition se décline en 3 axes principaux. Le premier met la lumière sur l'aspect historique sur lequel est implantée l'école royale de cavalerie. Quant aux 2 autres, le deuxième axe essaye de mettre la lumière sur la vocation équestre de l'école royale de cavalerie, une vocation qui ne cesse de se développer au fil des années, et ce depuis la création des forces armées royales le 14 mai 1956. Le troisième axe est une sorte de rétrospective des thématiques vétérinaires qui ont été traitées lors des éditions passées. Pour marquer la 10e édition de cette grande manifestation, un espace du stand est dédié aux expositions précédentes. Le public apprécie. J'ai beaucoup aimé ce que nous propose le Salon du Cheval cette année, en particulier le stand des forces armées royales. Nous avons beaucoup appris sur l'histoire de la cavalerie militaire. J'ai découvert beaucoup de choses, c'est très instructif, j'en reviendrai. Un dispositif scénographique inédit vient rehausser la mise en scène de cette exposition. Au programme, des démonstrations équestres, des matchs de horseball et d'autres compétitions. Il a tiré sa révérence depuis 10 ans, mais son œuvre est toujours vivante. Mohamed Sy Jelmassi ne cesse d'incarner l'image de ces savants et penseurs multidisciplinaires d'antan. Un ouvrage à sa mémoire vient d'être publié. Maroc Culture, Art et Mémoire retrace une vie, une carrière, une œuvre prolifique, celle d'un médecin doté d'une culture encyclopédique et d'une curiosité sans borne. Un hommage a été rendu à Casablanca à cet explorateur de la culture marocaine. Sarah Katir. C'est un hommage posthume qui a été rendu au docteur Mohamed Sy Jelmassi 10 ans après sa disparition, et ce à travers la publication du livre hommage Maroc Culture, Art et Mémoire. Médecin, écrivain, photographe et éditeur, Mohamed Sy Jelmassi a consacré une majeure partie de sa vie à la valorisation et à la transmission du patrimoine culturel, civilisationnel et artistique du Maroc. C'est un homme qui fait l'honneur du Maroc, qui a fait l'honneur du Maroc, qui a laissé une œuvre immense dans toutes les disciplines. Il était un grand pédiatre, un grand médecin, mais il était aussi un amoureux de notre histoire. Il était un très grand écrivain. Il a été son regard sur l'art, sur l'artisanat, sur la photographie, sur l'architecture. Nous avons créé lancé une publication intitulée La collection phare, et cette publication est en fait est constituée de fiches thématiques sur la civilisation marocaine. Ce sont des fiches qui reprennent de manière simple, ludique même, les travaux du docteur Larmo sur un certain nombre de thèmes. Mohamed Sy Jelmassi est auteur d'une trentaine d'ouvrages de référence. Sa passion pour toutes les formes d'art et sa volonté à partager à travers les livres ou expositions ont fait de lui un acteur prépondérant de la scène artistique marocaine. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain à 19h.